Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de ce dimanche 14 août. Une communauté chrétienne du Moyen-Orient endeuillée après l'incendie accidentel d'une église du Caire. Le bilan est lourd, 41 personnes ont succombé à cet incident, dont la ville en est régulièrement sujette, relançant ainsi la question de la place des Coptes dans le pays. La pluie salvatrice est de retour après une vague de chaleur propice à la sécheresse et aux incendies. Les feux de l'Aveyron et de l'Andiras ayant ravagé le sud de la Gironde sont désormais maîtrisés, compromettant ainsi le déroulement des feux d'artifice prévus pour ce 15 août, comme nous le confirmera Davian Mahé. Une sécheresse caractérisée par le manque d'eau dans de nombreuses régions de France. Afin d'en limiter le gaspillage, de nombreux arrêtés territoriaux ont été mis en place. Un phénomène qui pourrait être dû à la vétusté des canalisations. Nous mènerons l'enquête dans quelques instants. Enfin, nous vous emmènerons à 20 milieux sous les mers, ou plus exactement à 51 mètres de profondeur, à la découverte d'un trésor légendaire et emblématique des côtes varoises, le Donator, un cargo qui a sombré dans les abîmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les secrets en font un mythe, et ce, à plus d'un titre. Mais avant de développer l'ensemble de tous ces titres, direction Jérusalem, théâtre de ce qui semblerait être une attaque terroriste saluée en opération héroïque par le mouvement islamiste palestinien du Hamas qui contrôle la bande de Gaza. L'assaillant a été arrêté, au total 8 blessés dont 2 grièvement, après qu'un bus ait été pris pour cible par une fusillade. Récit des faits avec Rodrigue Bedin. Au moins 8 personnes blessées dont 2 grièvement. C'est le tout dernier bilan communiqué dimanche soir après une attaque armée contre un bus survenue plus tôt dans la journée à Jérusalem, en Israël. La police locale a également précisé que le terroriste a été arrêté. Face à cette nouvelle attaque, le Premier ministre israélien Yair Lapid s'est exprimé dans un communiqué. Tous ceux qui veulent nous faire du mal doivent savoir qu'ils paieront le prix de toute atteinte à nos civils, a-t-il déclaré. De son côté, le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a salué une opération héroïque sans pour autant revendiquer formellement l'attaque. Notre peuple continuera à résister et à combattre l'occupant avec tous les moyens, a ajouté le Hamas dans un communiqué. Au printemps déjà, 19 personnes, en majorité des civils israéliens, avaient été tuées, principalement dans des attaques menées par des Palestiniens. 3 assaillants arabes israéliens avaient également été tués. Dans la foulée, les autorités israéliennes ont multiplié les opérations en Cisjordanie, occupée. Plus d'une 50aine de Palestiniens avaient été tués, incluant des combattants et des civils, dans des opérations et des incidents en Cisjordanie. La semaine dernière, l'armée israélienne a mené une opération préventive contre le djihad islamique, mouvement islamiste armé dans la bande de Gaza qui a répliqué avec des salves de roquettes contre Israël. Au moins 49 Palestiniens, dont des combattants du djihad islamique, mais aussi des enfants, ont péri dans ce week-end d'escalade militaire qui s'est finalement soldé dimanche dernier par une trêve favorisée par la médiation de l'Égypte. 55, c'est le nombre de personnes qui figurent parmi les victimes, dont 41 ont trouvé la mort après l'incendie causé par un climatiseur dans l'église d'Abou Sifin ce matin. Une enquête a été ouverte par le parquet de la mégapole du Caire qui compte une hausse des départs de feux accidentels et meurtriers du fait de la vétusté de ses infrastructures. Un événement qui relance la question de la place de ce qu'est la plus importante communauté chrétienne en Égypte, subissant à moult reprises de nombreuses représailles depuis 2013 après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi. Toujours à l'étranger, l'écrivain agressé vendredi à New York, Salman Rushdie, est sur la voie du rétablissement après que sa famille ait donné de ses nouvelles. Le principal suspect, lui, plaide finalement non coupable. L'enquête se poursuit afin de pouvoir comprendre les motivations de l'agresseur. L'homme de 75 ans, connu pour sa publication controversée à l'égard du Coran, jugé blasphématoire du nom édifiant versets sataniques, et par ricochet un livre symbole de la liberté d'expression et de la lutte contre l'obscurantisme religieux. Autre titre phare de l'actualité de ce dimanche, le retour de la pluie et des orages. 7 départements sont placés en alerte orange par Météo France. Après une période caniculaire favorable à la sécheresse et au départ de feu, particulièrement important cet été, en Aveyron, Gironde ou encore dans le Jura, les soldats du feu sont mobilisés sans relâche afin de fixer les derniers foyers actifs. Après de fortes chaleurs, en Bretagne, la forêt de Brocéliande, où 400 hectares de forêt ont été réduits en cendres, les feux ont pu être maîtrisés. Bonsoir Davian Mahé, peut-on dire que la situation est pour autant stabilisée ?
Bonjour à tous, bonjour Steven. La fin du troisième épisode caniculaire de l'été et l'arrivée de pluie ont apporté un petit peu de répit ce dimanche aux pompiers de l'ensemble de la France, des incendies qui sévit l'ensemble du pays. La vigilance reste de mise alors que le feu a repris, lui, dans l'Aveyron et dans la Gironde où il est maîtrisé. Une vague orageuse traverse actuellement le pays, externuée par des journées à combattre le feu. L'heure est au soufflement, mais la prudence demeure, le feu n'est pas éteint. Loin de là, il ne faut pas relâcher la vigilance, a déclaré à l'AFP ce dimanche le commandant Mathieu Jomin, porte-parole des pompiers. Depuis le PC sécurité des feux de forêt dans la Gironde. Avec un ciel nuageux, des précipitations et des températures basses autour de 25 degrés, la situation est plutôt favorable dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares depuis le 9 août dernier, où les pompiers ont reçu le renfort de près de 400 collègues venus des pays voisins. Par ailleurs, pour éviter les risques d'incendie, cette fois la préfecture de l'Aveyron a notamment interdit temporairement les manifestations sportives et espaces culturels dans également les spectacles pyrotechniques ou toute activité de chasse ou de destruction par arme à feu se déroulant en pleine nature. Merci beaucoup Davian Mahé en duplex de Saint-Nazaire. Toujours sur le domaine de la sécheresse, une pluie d'arrêtés s'est déversée sur de nombreux territoires cette semaine afin de limiter l'utilisation d'eau, mais aussi de pouvoir faire la chasse au gaspillage qui pourrait être en partie causé par la vétusté des canalisations. Bonsoir Théo Torné, Info ou Infox ? Bonsoir Steven, selon le porte-parole du Rassemblement National Laurent Jacobelli, il a mis en avant mercredi 10 août sur France Info les pertes d'eau potable dues à des fuites dans les canalisations. Alors ceci est vrai et les chiffres sont tirés d'un rapport du système d'information des services publics d'eau d'assainissement qui a évalué les services publics d'eau à partir des données disponibles en 2020. D'après ce rapport, les pertes d'eau potable dues aux fuites sont stables avec une moyenne d'1 litre sur 5 perdu. À l'échelle de la France entière, les pertes annuelles par fuite représentaient près de 937 millions de mètres cubes, l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants. Toutefois, d'après le rapport, les causes sont multiples, principalement dues à l'âge des canalisations, mais présentées comme un facteur aggravant et non nécessairement. Il faut savoir que plus de 60% du réseau ont été posés après 1970. Les fuites s'expliquent aussi par le type de canalisation, leur corrosion causée naturellement par l'eau distribuée ou par l'humidité du terrain dans lequel est implantée la canalisation, mais également le vieillissement des joints, d'étanchéité, la présence élevée de l'eau dans la canalisation et les variations de pression, les mouvements des sols ou encore des accidents qui conduisent à percer les canalisations. Cette semaine, la secrétaire nationale adjointe d'Europe et Écologie Les Verts, Sandra Rejol, appelait à prendre exemple sur nos voisins allemands et espagnols en rendant les transports gratuits. Le sont-ils réellement ? Pour lutter contre le réchauffement climatique, la députée du Bas-Rhin et secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Rejol, a invité lors de son passage à France Info le lundi 8 août de faire ce que font nos voisins allemands et espagnols, c'est-à-dire d'offrir des moyens de transport gratuits ou quasi, pour ne pas être dépendant de la voiture. Alors, même s'il est vrai que les mesures ont été prises dans ces deux pays, celles-ci sont limitées dans le temps. En effet, la mesure en Espagne débutera le 1er septembre, et c'est pour 4 mois jusqu'à la fin de l'année. Les trajets en train ne sont pas tout à fait gratuits pour tous. Cela s'appliquera aux titulaires d'abonnements qui prévoient une série de voyages réguliers sur les Cercanías, les trains de banlieue et les trains moyenne distance. Les trains longue distance seront exclus. Il faudra déposer une caution de 10 € et avoir effectué au moins 16 voyages pour en obtenir automatiquement le remboursement. Du côté de l'Allemagne, la mesure est en cours d'expérimentation depuis début juin et se termine à la fin du mois où les prix du ticket mensuel est à 9 € en accédant aux transports locaux et aux transports régionaux. La mesure vise à alléger la facture des particuliers touchés par les hausses des prix du carburant. Les Verts allemands espéraient aussi que cela conduirait à laisser la voiture au garage. Toutefois, cela mène à des riches débats, alors que le ministre des Finances, Christian Lindner, n'est pas pour une prolongation en raison d'un coût trop important. Plusieurs propositions ont vu le jour au niveau national comme au niveau Länder.
pour que d'autres mesures prennent le relais des billets à 9 € pour éviter l'utilisation de la voiture. Exactement, merci beaucoup Théo. Et pour éviter l'utilisation de la voiture, il y a eu la limitation à 80 km/h, puis le retour progressif et uniquement dans certaines régions des 90 km/h. Cela a de quoi donner le tournis quand on sait que l'objectif est en partie de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Tout autre chose à présent, loin de la pollution, et c'est le moins que l'on puisse dire, nous vous proposons ce soir une plongée mythique au cœur d'un site légendaire où repose l'épave du Donator, un cargo qui renferme une histoire au secret bien gardé dans les profondeurs de la Méditerranée, rendu populaire par le commandant explorateur Cousteau. Muni de son caban et de son bâcher au pompon rouge, reportage Bastien Lolia. Une plongée saisissante au cœur d'une histoire presque oubliée dans les profondeurs paisibles et bleutées de la mer Méditerranée, où repose l'histoire d'un trésor presque oublié dans les profondeurs des eaux cristallines situées entre les îles de Porquerolles et Porquerolles, où est nichée au cœur de cette faune et flore sous-marine l'épave du Donator, ou plutôt devrait-on dire le Prosper Schiaffino, autrefois sillonnant le large. C'est un cargo considéré comme l'une des plus belles épaves de la Méditerranée. Auparavant, dès lors que la guerre éclate, le navire est chargé d'assurer le transport des troupes et du matériel, puis du ravitaillement de la Corse. 10 novembre 1945. Le Mistral souffle fort sur cette mer déchaînée, qui porte sur elle ce qui sera la marque d'un symbole au crépuscule de la drôle de guerre. À son bord, un équipage de 29 marins et une importante cargaison de vin venus d'Algérie, terre qu'il ayant rachetée en 1939 par la compagnie Schiaffino. 2 matelots portés disparus qui ont sans doute péri en mer lors de la catastrophe. En 4 minutes seulement, il rejoint pour l'éternité en ce jour de novembre 1945 le Mont Aquatique, après avoir heurté une mine causant une forte explosion vers 13h10. L'eau s'infiltre tandis que la proue est pulvérisée par la violence du choc. Une sidération qui pousse les marins à se jeter à l'eau. 27 rescapés scellant le destin de la compagnie et de ce navire construit en Norvège en 1931. Un cargo arborant les mers du haut de 78 mètres de long. Aujourd'hui à 51 mètres de profondeur, c'est au cœur d'un site légendaire et emblématique que reposent droit sur sa quille les vestiges de ce qu'était le Donator, francisé en 1933. De nombreuses espèces maritimes peuplent les lieux. L'on peut toujours y croiser mérousses, murènes ou encore des raies de magnifiques gorgones rouges et jaunes qui recouvrent la coque du navire. Le Donator offre désormais la possibilité aux plongeurs confirmés de pouvoir s'y aventurer, faisant alors la renommée de ces lieux où sont gardés les secrets d'un trésor, où règne, encore plus fort, le silence des fonds marins. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Mercredi prochain, Romain recevra dans son émission Une nuit d'été le chanteur Nolan Di Rosa. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours pour le journal avec une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle soirée sur R. Retrouvez toutes vos infos sur le site arinfo.fr.